bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi, en tant que président de la Conférence des grandes écoles, de vous accueillir cet après-midi dans toute la diversité de ce que vous représentez, à la fois les membres et dirigeants de grandes écoles, la délégation de la Conférence des grandes écoles, la presse qui nous suit d'année en année, et puis surtout tous les amis et partenaires des grandes écoles que vous représentez. C'est un grand plaisir de vous avoir tous en physique, en présentiel, et de pouvoir passer un bon moment avec vous. On est là pour ces assises du cinquantenaire de la Conférence des grandes écoles. Alors, pour organiser ce cinquantenaire, la Conférence des grandes écoles a été créée le 16 mai 1973, voilà, dans un accord de 10 grandes écoles qui s'est signé aux Arts et Métiers à Paris. Donc c'est pour ça que c'était obligatoire que ce soit moi le président de la Conférence des grandes écoles cette année. Et comme on avait c'était dit que 50 ans, c'était quand même beaucoup. Un seul événement ne suffisait pas, donc on a décidé de consacrer l'année à ce cinquantenaire. C'est pour ça que je me suis représenté comme président au milieu d'année, parce qu'il fallait que je sois là sur la fin de l'année aussi. Et pour organiser ces événements, on s'est dit qu'il serait bien d'avoir quelqu'un d'extrêmement compétent pour organiser tout ça. Et les instances de la Conférence des grandes écoles ont désigné notre ami Tamim Abdessemed comme commissaire des 50 ans de la Conférence des grandes écoles. Je pense qu'il sera heureux qu'on arrive à la fin de cette journée parce qu'il a énormément travaillé toute l'année. Et donc c'est lui qui va nous expliquer, qui nous rappeler en fait comment est-ce qu'on a organisé ce cinquantenaire, qu'est-ce qu'on a fait déjà, quel est le bilan de ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, ce matin en particulier et cet après-midi. Alors avant de lui passer la parole, je fais une petite improvisation, j'espère que personne ne m'en voudra, parce qu'il y a quelqu'un que je voudrais remercier dans la salle et je ne me suis pas mis d'accord avec lui et je ne sais pas s'il sera là quand je ferai un discours de clôture. C'est notre ami Yves Poilane, dont je sais qu'il est là, parce que Yves a pris sa retraite. Quand ça? C'est fait déjà? Dans un mois, voilà, mais on ne le reverra pas. Bon. Yves Poilane, il s'occupe de toute la sphère ingénierie, sciences et technologies du groupe Ionis. Et puis avant ça, vous l'avez tous connu comme directeur général marquant de Télécom Paris. Voilà. Et vous ne le savez pas forcément, mais Yves a été un grand acteur de la Conférence des grandes écoles. Et quand il a quitté ses fonctions à Mines, il était vice-président, président de la commission internationale, c'est ça? Voilà. Donc merci beaucoup Yves pour tout ce que tu as fait pour nous. On sait que tu pars à la retraite, mais tu as plus de temps, donc tu sais où on est. Voilà. Bravo. Et donc je passe la parole à Tamim pour nous expliquer tout ça. Merci à vous et à tout à l'heure. Très bien, bonsoir ou plutôt bonjour à toutes et à tous. Merci cher Laurent, cher Président, pour ces mots d'introduction et puis bien sûr ravi d'être parmi vous et de passer cet après-midi avec vous et de fêter la Conférence des grandes écoles, évidemment comme elle le mérite, dans l'esprit des célébrations qui se sont succédées tout au long de cette année 2023, comme Laurent le rappelait. Alors au départ de l'aventure, nous vous avions promis du rythme, de l'élan, de la vision, de la projection autant que de la rétrospective, un peu d'audace et puis de la maturation, c'est-à-dire un travail dans le temps long. Je vous rappelle que nous sommes partis avec la volonté de structurer en fait les travaux et les festivités de ce cinquantenaire en 3 grands temps. Le congrès anniversaire nous a vu nous réunir ici les 13 et 14 mars dernier, aux côtés de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, venus de partout, c'est-à-dire de tous les territoires et de toutes les institutions et avec tous les angles de vue. Ensuite, nous avons eu un deuxième grand temps qui a été construit un peu différemment, qui était la journée nationale de célébration, exactement le 16 mai, en écho donc à ce jour anniversaire du 16 mai 1973, où la CGE a été fondée. Et cette journée nationale avait été entièrement consacrée aux grandes écoles membres qui ont été invitées en fait à célébrer cet anniversaire
avec un double angle d'attaque. D'abord, à partager des initiatives emblématiques montrant leur ancrage dans le référentiel de nos grandes écoles, et en même temps de formuler des propositions d'engagement pour l'avenir, non pas pour elles-mêmes en tant qu'institution, mais proposer et suggérer à la collectivité. Et enfin, bien sûr, ces assises du cinquantenaire, en ce 22 novembre, pour conclure, mais puis aussi pour, nous le verrons tout au long de cet après-midi, ouvrir et se projeter et dresser des perspectives un peu affinées par rapport à l'ensemble des suggestions ou des propositions d'engagement qui ont pu émerger au fur et à mesure des travaux. Alors pour commencer, ce que je vous propose bien volontiers, c'est que les 13 et 14 mars, ce congrès anniversaire, eh bien pour se remettre dans l'ambiance, je vous propose que nous en cernions d'abord la dimension festive, et je vous propose un premier retour en images sur cette date emblématique. Oui, on peut applaudir ce film. C'était effectivement nous en situation. Alors, c'était la dimension un peu festive et humaine du dispositif. Je voudrais un peu revenir maintenant sur le travail intellectuel que nous avons mené. Donc, ce congrès anniversaire des 13 et 14 mars a été donc effectivement le premier grand temps fort de l'année du cinquantenaire. 5 tables rondes thématiques, un échange avec les organisations étudiantes et une table ronde avec les anciennes présidentes et présidents de la CGE nous avaient permis de dresser un portrait des grandes écoles aujourd'hui et des problématiques qu'elles traversent ou qui les traversent, de comprendre d'où elles viennent et puis d'esquisser au fond le chemin qu'elles devraient prendre dans les années qui viennent et que ces assises doivent contribuer à éclaircir. Nous sommes partis au départ de l'excellence, et plus encore de la recherche ou de la quête de l'excellence comme étant la caractéristique, au fond, qui cerne, qui incarne le fait grande école, pour reprendre une expression de Philippe Jamet, qu'elle concerne la formation, la recherche, les liens avec les entreprises et le monde économique. D'une certaine manière, nos grandes écoles sont une certaine manière de faire enseignement supérieur et recherche, le laboratoire où l'on invente les entreprises responsables de demain grâce à la formation de celles et de ceux qui les porteront et à l'impact de leur recherche, quand même à le répéter et à le dire notre président. Cette excellence, rappelée notamment, je ne sais pas si vous en souvenez, avec éloquence par une intervention sous forme de vidéo de Franck Bournois, ne saurait bien sûr pas se confondre avec un élitisme qui serait fermé ou replié sur lui-même. Au contraire, cette excellence des grandes écoles doit être une source de fierté pour elle-même, mais aussi pour l'ensemble de l'enseignement supérieur dans son entièreté, car elle s'adresse au plus grand nombre, à toutes les écoles et à toutes celles et ceux qui souhaitent réussir et se dépasser. Cette excellence, évidemment, doit constituer l'aiguillon de l'action des grandes écoles en toutes choses, c'est ce qui était ressorti des travaux, le vade-mecum de leur recherche d'impact, y compris par la part
qu'elles doivent prendre dans la genèse de solutions pour l'avenir face aux enjeux de transformation, si j'ose dire, des enjeux de transformation nés ou à naître. En effet, pour demeurer pertinente, cette excellence doit être toujours extrêmement agile, un autre de nos marqueurs, continuellement irrigué par l'époque dans laquelle elle se déploie et se renouveler constamment pour répondre aux défis du temps, le défi de la diversité, qu'elle soit sociale, de genre, territoriale, l'inclusion, la qualité de l'expérience étudiante qui nous avait été rappelée avec insistance par Delphine Manceau, tout autant que la capacité des grandes écoles à continuer à répondre aux besoins des entreprises pour satisfaire leur mission première et fondamentale, former les cadres et les dirigeants des organisations de demain. Et il vous souviendra certainement qu'Alain Cadix avait beaucoup insisté également dans la table ronde flash sur la nécessité d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Donc on insère des diplômés dans les entreprises et on en fait évidemment des vecteurs de cette transformation. Pour que cette recherche d'une excellence ne soit pas un vain objectif, ou pour qu'excellence rime effectivement avec diversité, pour, si je cite Pierre Mathieu, créer les conditions d'une égale dignité face à l'enseignement supérieur, évidemment les défis et les chantiers restent multiples et d'importance et nous l'avons acté. Les grandes écoles doivent effectivement jouer un rôle dans la mise à bas du déterminisme social un peu français qui caractérise la poursuite des études dans l'enseignement supérieur, dans la lutte contre l'autocensure qui bride tant de futurs talents et les détourne finalement des chemins vertueux de leur propre excellence et partant de celle de notre pays. Le résultat de cet engagement doit se traduire évidemment pour les grandes écoles par une plus grande part des jeunes issus des classes populaires dans leur rang, une plus grande parité dans les filières d'ingénierie et scientifique, et quoi qu'il en soit, encore un défi, un accueil de jeunes en situation de handicap bien plus important qu'il n'est actuellement. Pour ce faire, continuer à amplifier des politiques d'ouverture sociale engagées depuis déjà de nombreuses années, les grandes écoles doivent non seulement continuer de faire évoluer leurs modalités de recrutement, mais aussi continuer à travailler plus étroitement avec les pouvoirs publics et les ministères pour que les problématiques de ce vivier soient réellement prises à bras-le-corps. L'égalité des chances et des destins doit également devenir le maître mot pendant les cursus. Il revient à nos grandes écoles de constituer des environnements pleinement inclusifs et à une plus grande diversité doit répondre aussi une plus grande attention, un plus grand respect envers les différences de chacun qui ne pourra que passer par une déconstruction plus systématique encore des stéréotypes que quelquefois nous entretenons en réalité très involontairement. Ce soin porté à la diversité, pour ne pas dire ce goût à la diversité que nous devons entretenir, que nous devons acquérir quelquefois, que nous devons en tous les cas cultiver, pour reprendre une expression employée par Chantal Dardelé autour de cette idée de goût de la diversité. Et elle est d'autant plus importante que cela ne pourra qu'en avoir un impact positif et souhaité notamment par les entreprises que nos étudiants et nos diplômés rejoindront à l'issue de leurs études. Dans cette œuvre, évidemment, d'inclusion, de diversité, nos établissements savent qu'ils peuvent compter sur les organisations étudiantes, dont les membres, il faut le rappeler, sont tous bénévoles et dédient une partie substantielle de leur temps au service de la communauté et de la collectivité. Les grandes écoles doivent être attentives, c'était aussi une des leçons, à bien intégrer ces organisations à leurs modalités de gouvernance et répondre ainsi, rappelez-vous, ici même, au vibrant et quelquefois même émouvant appel à participation lancé d'une même voix par le BNEM et le BNEI à l'unisson pour se projeter, donc nous, grandes écoles, avec notre jeunesse, augmentée même par notre jeunesse et armée par celle-ci. Les décisions que nous pourrions prendre pour l'avenir n'en auront que plus de poids et plus de légitimité, et donc n'en seront que plus alignées avec les attentes des populations étudiantes, et là aussi, si j'ose dire, à nouveau nées et à naître. L'une des principales attentes de ces dernières, nous l'avons mesurée, ou en tout cas une partie significative de ces dernières, concerne d'ailleurs l'urgence climatique dont nous avons beaucoup parlé, et la mise en ordre de marche des grandes écoles pour affronter et participer à l'indispensable transformation socio-écologique. Faire évoluer, c'est les messages qu'on a entendus, parfois plus drastiquement, et de manière en tous les cas plus significative, le contenu des enseignements, les orientations
de la recherche, même si François Delatchery, vous vous souvenez, nous a bien expliqué que le temps de la recherche n'était pas toujours le temps des besoins du moment. En tous les cas, former les étudiants à une compréhension beaucoup plus globale des enjeux afin qu'ils soient armés pour y répondre dès leur sortie à l'école et pour la durée de leur vie professionnelle sont des impératifs désormais bien intégrés et, j'allais dire, orientés vers l'identification de chemins, de solutions, autant que de dispositifs d'awareness, de prise de conscience. L'importance, là aussi, d'embarquer toutes les générations et tous les acteurs n'en est pas moins grand dans cette logique qui nous a été beaucoup rappelée d'emboîtement, c'est-à-dire du fait que ces problèmes se posent de manière complexe, emboîtés évidemment dans les métiers et dans les enjeux de transformation, et face auxquels nous devons aussi mobiliser notre capacité à créer entre nous de l'interdisciplinarité. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vais m'arrêter un instant après les résultats de la table ronde qui nous avaient amenés aux questions de développement durable pour essayer là aussi de vous faire partager un moment de témoignage, puisque nous avons saisi, enfin ça n'est pas moi, ce sont les équipes de la délégation très connectées et très mobilisées qui avaient saisi 3 témoignages pendant notre congrès des 13 et 14 mars dernier. On va lancer ces petits témoignages. Je suis Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School et vice-président accès aux grandes écoles au sein de la conférence des grandes écoles. La conférence des grandes écoles, c'est une véritable communauté diverse avec des grandes écoles d'ingénieurs, de management, de design, de sciences politiques et de nombreux autres domaines. Et donc je crois que c'est important de célébrer le chemin parcouru depuis 50 ans et puis de se retrouver et d'échanger. Ce que je retiens, c'est la force de la communauté de la conférence des grandes écoles, mais aussi les défis qui nous attendent. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur français, qui soit composé des grandes écoles et des universités, est reconnu comme un enseignement d'excellence, comme une recherche d'excellence dans le monde. Il faut le rappeler, et il faut aussi rappeler la grande complémentarité entre les grandes écoles et l'université. Et d'ailleurs, nous travaillons de plus en plus ensemble. Donc Anaïs Charras, responsable communication français international de l'ISIT. C'est très important en fait d'être au contact de tout le réseau des grandes écoles pour être conscient en fait de tous les enjeux auxquels sont confrontés les étudiants, mais aussi le personnel des grandes écoles. Et c'est une façon aussi de rester ancré dans la réalité, de s'informer, d'échanger sur tous les défis auxquels on fait face. Je retiens déjà une grande convivialité, beaucoup d'engagement aussi. Je crois que c'est vraiment le mot-clé de cette première journée. Moi, j'ai été vraiment admirative et fascinée de voir des acteurs très divers, mais aussi très engagés, qui prennent des paroles fortes sur des sujets à la fois inspirants et engageants en fait. Bonjour, je m'appelle Yanis Ganouni et je suis président de la Confédération nationale des juniors entreprises. C'est important pour moi d'être ici aujourd'hui puisque je viens aussi représenter une partie de l'enseignement supérieur qui, chaque jour, du lundi au dimanche, se professionnalise en accompagnant des clients. Et donc, c'est important de les représenter pour que leur volonté de favoriser leur insertion professionnelle, renforcer leur expérience étudiante soit portée ici entre les directeurs et directrices des grandes écoles françaises. Pour moi, le principal enjeu qui arrive au sein des grandes écoles, c'est de comprendre quelles sont les problématiques que font face la société. Et donc, les étudiants, ils sont en première ligne pour ça. Et donc, le lien entre les administrations et les étudiants doit être de plus en plus proche. Les associations étudiantes, et notamment les juniors entreprises, font partie de ces solutions. Et donc, ce lien et cette proximité est essentielle pour les prochaines années. Ces témoignages. Alors, mettre les étudiants en première ligne, c'était aussi un des messages clés qu'Anne-Lucie Sivac nous avait fait passer lors de cette table ronde, et bien sûr, les accompagner dans leur capacité à faire face aux défis qu'ils auront mieux compris. Donc, conscientes de ces responsabilités, nos grandes écoles ne peuvent agir évidemment toutes seules et isolées.
C'est aussi un des résultats des travaux de la table ronde consacrée aux grandes écoles et aux territoires. Elles doivent continuer à travailler de concert avec les pouvoirs publics et les entreprises afin que tous les acteurs dans ces processus, les acteurs mais aussi les pratiques et les mentalités évoluent dans le bon sens et de manière cohérente. Nos grandes écoles doivent aussi inscrire et continuer à s'inscrire dans des démarches d'excellence partenariales associant l'ensemble des autres acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en s'appuyant, faut-il le rappeler, sur des forces constituées et en réalité assez massives en matière de recherche et d'innovation. Pour mener ce travail de grande haleine, évidemment, elles peuvent notamment s'appuyer sur leur extraordinaire maillage territorial et leur ancrage territorial. Après tout, ne sont-elles pas, avec nos 250 membres, implantées partout, et même certains d'entre nous sont présents dans une pluralité de sites. Cet ancrage fait de nos grandes écoles des acteurs importants du développement des territoires, économiques notamment, mais aussi lorsque cette ambition, évidemment, est réellement inscrite dans leur mission. Acteurs de l'enseignement supérieur, bien sûr, particulièrement attentifs aux besoins des entreprises, nous l'avons dit, non pas simplement les grandes entreprises, mais aussi le tissu des PME et PMI. Nos établissements doivent également aussi porter toute leur considération et leur attention aux attentes des collectivités, au plus près notamment des besoins dans le cadre de la politique de réindustrialisation amorcée par l'État. Les grandes écoles doivent développer et élargir encore des offres de formation complètes qui attireront les étudiants d'ici et d'ailleurs, ainsi que les meilleurs enseignants-chercheurs, qui en retour, évidemment, irrigueront le territoire et puis participeront à sinon à leur revitalisation, en tout cas à leur attractivité. Alors, d'ici et d'ailleurs, parce que, et c'était notre dernière thématique, les grandes écoles participent évidemment à leur échelle à un autre grand sujet, celui de l'attractivité de la France à l'international, grâce à la qualité de leur formation et de leur recherche. Elles accueillent, dans le cadre de la stratégie Bienvenue en France, une part importante des étudiants et des doctorants internationaux qui choisissent chaque année notre pays pour étudier. Il faut que nous en ayons conscience et que nous en prenions à nouveau la mesure s'il le fallait. Mais nous pouvons encore faire davantage pour que la France, selon ses objectifs, continue encore à accueillir plus d'étudiants internationaux. Cette internationalisation des grandes écoles, évidemment, est un processus engagé de longue date. Il n'est pas nouveau. Il s'exprime évidemment par une population étudiante déjà très internationale et un corps professoral lui-même multinational, ce qui constitue évidemment un facteur évidemment important de notre ancrage et de notre empreinte. Cette internationalisation constitue un facteur essentiel aussi de transformation et d'évolution de nos grandes écoles. Pierre Tapie nous rappelait également qu'il fallait continuer à saisir l'extraordinaire opportunité des marchés internationaux. Le rayonnement international des grandes écoles françaises, dont les marques rivalisent avec celles des plus prestigieux établissements français et internationaux, pour certains percent en ce moment, eh bien, prennent aussi toute leur place dans les classements internationaux et constituent donc, rappelons-le, un vecteur essentiel d'influence de la France à l'international. Donc vous l'avez vu en retraçant ce parcours et que nous avons préparé à l'ensemble de l'équipe, et je le remercie, ces 2 jours de débat furent réellement très riches d'enseignements pour nos établissements, mais également pour l'ensemble de la CGE. Ils étofferont donc, vous en doutez, les politiques que la conférence mènera au cours des années qui viennent, prolongeant celles engagées par le passé et qui ont été donc portées par les anciens présidents et présidentes et bien sûr la gouvernance actuelle à travers notre présidence. Voilà. C'est évidemment un moment dont on se souviendra finalement où les présidents sont là, mais les défis sont poursuivis par la conférence avec beaucoup de continuité. Alors tous ces éléments que j'ai rapidement survolés, parce qu'il y avait beaucoup de richesses. Vous les retrouverez dans un document qui est dans vos sacs, ce sont les actes du Congrès qui ont été préparés avec beaucoup d'attention par les équipes de la délégation. Après ce grand temps fort qui a marqué les esprits, nous avions, comme je l'avais annoncé au départ, cette fameuse journée nationale de célébration où cette fois-ci, nous avions donné la main aux écoles elles-mêmes avec cette idée de pouvoir effectivement leur demander de se mobiliser pour fêter cette date anniversaire. Et donc nous avons souhaité les mettre en avant
à travers effectivement une double démarche, celle de mettre en partage des initiatives emblématiques de l'esprit, on va dire, grande école, et d'autre part des propositions ou des suggestions d'engagement faites par les établissements pour l'ensemble de la collectivité. Donc là, vous allez pouvoir découvrir une carte qui devrait s'afficher assez vite, dans laquelle vous allez retrouver la manière dont un certain nombre de grandes écoles d'ingénieurs, de management, mais également d'autres spécialités, ont souhaité symboliser sur l'ensemble du territoire leur célébration de cette journée nationale à travers la réponse à ces deux questions, où vous voyez que finalement ressortent des problématiques que nous avons esquissées, l'ouverture sociale, le développement durable et également l'international. Et donc, pour les remercier, on a voulu proposer cette illustration visuelle, mais non exhaustive en fait de leur implication dans la célébration de cette journée. Alors, vous verrez d'ailleurs aussi qu'on en a profité pour faire un clin d'œil en conclusion de cette petite animation, si on poursuit un peu. Donc, vous avez vu les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, d'autres spécialités, et nous allons voir là maintenant comment par exemple, une des écoles qui nous a récemment rejoint et qui est devenue membre de la conférence des grandes écoles dans le cadre des adhésions récentes, a souhaité également marquer sa célébration et finalement projeter cette manière particulière est aussi pour nous l'occasion de leur souhaiter la bienvenue. Alors, depuis la journée nationale, il nous restait un grand temps que nous avions promis en fait d'insérer dans le calendrier de nos travaux avant de nous retrouver aujourd'hui. Et je vous dirai un mot tout à l'heure de ce que nous avons fait ce matin avec un groupe de 70 directeurs ou collaborateurs de directeurs des grandes écoles qui se sont prêtés au jeu des ateliers préparatoires de ce matin. Ce dernier temps, c'était un temps de décentrage puisque nous avons voulu non pas nous regarder nous-mêmes travailler et mettre sur notre agenda les défis du futur et les inscrire par rapport au passé, mais essayer de regarder la manière dont a évolué la perception qu'a la société de nos grandes écoles. Et vous allez voir que c'est assez riche d'enseignements. Je ne vais pas faire de teasing, simplement vous redire que la dernière étude que nous avons fait faire, c'était en 2019, et c'était une étude aussi Ipsos. Et donc, j'ai le plaisir de donner maintenant la parole à Véronique Refalo, qui va venir, qui est donc partenaire sur les Public Affairs et Corporate chez Ipsos, donc avec lesquels nous avions déjà travaillé il y a maintenant presque 4 ans ou 5 ans, et qui va nous faire évidemment une photo un peu plus précise de là où nous en sommes aujourd'hui, de ce regard extérieur sur nous-mêmes, après des années qui ont été lourdes de bouleversements et d'évolutions pour la société en général et pour notre secteur en particulier.
Alors, est-ce que Véronique est là? Est-ce qu'elle est accompagnée d'Antoine Lanotte ou pas? Oui, donc tous les deux sont là, c'est rassurant. Je vais vous donner la parole. Alors, donc bonjour à tous. Donc Véronique Réfalo de l'Institut Ipsos, accompagnée d'Antoine. Nous avons donc travaillé pour cet événement. Nous avons réalisé donc une enquête que je vais vous présenter. Donc l'enquête est toute récente puisqu'elle a été réalisée du 31 octobre au 3 novembre 2023. Nous avons fait l'enquête auprès d'un échantillon, je dirais, classique de Français. 1000 personnes ont été interrogées, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode classique des quotas, le sexe, l'âge, la catégorie d'agglomération et la région, pardon. Et les répondants ont été interrogés donc par Internet sur le panel Ipsos, voilà, avec un beau questionnaire d'une dizaine de minutes. Donc nous allons faire cette présentation en 4 temps. Nous allons voir dans une première partie, je dirais, la perception globale des grandes écoles, les dimensions d'image. Dans une deuxième partie, on s'arrêtera sur des stéréotypes et les leviers d'image. Enfin, dans un troisième temps, nous avons posé quelques questions sur les pistes d'évolution souhaitées, ou pas, d'ailleurs, par les Français. Et enfin, avec 3 questions, un petit focus sur les écoles privées qui fleurissent un peu partout, non membres de la conférence des grandes écoles. Donc, première partie sur la perception globale des grandes écoles. Nous avons déjà tout simplement, à partir d'une intuition, commencé à poser une question aux Français, c'est combien il y a de grandes écoles en France, en spontané. Et on les a laissés s'exprimer, et ils nous ont répondu. Et la première chose qu'on voit, c'est que, bon, c'est dispersé déjà, hein, pas forcément d'unanimité, de consensus sur le nombre de grandes écoles. 23% considèrent qu'il y en a entre 11 et 30. Et on voit du coup tout de suite assez vite que leur perception et leur vision est assez restrictive. On a à l'arrivée quand même près de 7 Français sur 10 qui pensent qu'il y a au maximum en France 50 grandes écoles. Donc 12% pensent qu'il y en a plus de 250. Et c'est plus fort chez les jeunes quand même et chez les diplômés des grandes écoles eux-mêmes qui sont quand même près d'un bon quart à dire qu'il y a plus de 250 grandes écoles en France. C'est un premier élément intéressant, on l'a fait intuitivement. Moi j'avais l'intuition que pour les Français il n'y avait pas autant de grandes écoles et on pensait aussi, donc l'intuition est confirmée, et on pensait aussi que peut-être ça aurait une influence et un impact sur les stéréotypes qu'on a ou pas des grandes écoles selon cette toile de fond qu'on a un petit peu dans la tête de est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. Et finalement, cette intuition, elle n'est pas très confirmée parce que ça ne joue pas véritablement, ni ça ne joue pas sur les stéréotypes, ça joue un tout petit peu sur l'image globale et j'y reviens tout de suite. Donc l'image globale des Français, elle est sans appel, elle est bonne. 71% des Français déclarent avoir une bonne opinion des grandes écoles, dont 17% une très bonne, qui n'est pas du tout, c'est un score assez honorable hein, sur ce genre de questions, les positions extrêmes, voilà, très bonnes écoles, une très bonne opinion, c'est un bon résultat, 17%. En face, 11% de Français qui nous disent, moi j'ai une mauvaise opinion des grandes écoles, et 18% qui ne se prononcent pas. Donc je m'arrête un tout petit peu sur ce 18%, c'est normal. Moi, ça me paraît plutôt cohérent que des gens n'aient pas d'opinion des grandes écoles. Et on va retrouver ce taux de sans réponse, où des fois la question c'était même « je n'en sais pas assez, je ne les connais pas assez pour juger ». On va retrouver ce taux de sans réponse quand même tout au long de l'enquête. Des fois, il monte très très haut, il peut monter à 33% sur certaines questions qui sont prises quasiment comme des questions de connaissance. Et ça ne vous surprendra pas, et le taux de sans réponse est très différent entre les catégories supérieures et les catégories sociales inférieures. On a souvent 10 points d'écart sur ces sans réponses, et ça joue évidemment un petit peu sur la perception qu'on a, et en général, ça joue plutôt positivement. C'est-à-dire que plus on s'exprime, et plus c'est positif à l'égard des grandes écoles. Donc, qui a une bonne image des grandes écoles ? On retrouve les jeunes, les plus âgés, et on verra tout au long, les 65 ans et plus ont une très bonne image des grandes écoles, les diplômés eux-mêmes, les cadres, les diplômés à Bac plus 5, on est à des plus de 80% de bonnes opinions, 63% chez les catégories inférieures, c'est pour ça que je dis c'est moins bon, mais c'est pas qu'elles ont une moins bonne image, c'est qu'elles savent pas en fait. On a 25% de sans réponse sur cette question-là, et on a un taux de mauvaise opinion qui est très 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 proche de celui que l'on obtient dans l'ensemble. Donc c'est plutôt une méconnaissance qu'une opinion négative.
Ensuite, on a posé la question pour chaque type d'école. On s'est dit, voilà, on a la perception globale, maintenant on va le faire. Alors on a pris les principales. Et là, on voit comment ça arriver des choses intéressantes. Je ne sais pas pourquoi il y a un troisième chiffre vert là-bas, mais bon, tant pis. Donc les écoles d'ingénieurs sont de loin les... Il y a un truc qui ne va pas sur le slide. Ça se chevauche, mais bon. En vert, les chiffres verts, c'est le total bonne opinion qui s'est collé sur les 100 réponses. Donc 79% des Français ont une bonne image des écoles d'ingénieurs, 73% une bonne image des écoles d'architecture, d'art et de design, 72 pour une bonne image des écoles militaires. Donc sur ces trois types d'écoles, il y a une image qui est positive et très majoritaire, avec des taux de très bonne image qui sont élevés, 30% pour les écoles d'ingénieurs, c'est très fort, 28% pour les écoles militaires. Ensuite, on a un gap, quand même, on perd 10 points sur les écoles de commerce, de gestion et de management, et les écoles de sciences politiques, 55% de bonne image. Donc on voit que bonne image globale, mais à l'intérieur, les catégories n'ont pas, les Français ne portent pas le même regard sur chaque catégorie de grande école. Donc des petites précisions sur quelques tris et quelques ventilations. On trouvait que c'était intéressant de regarder un petit peu les jeunes. Les jeunes de 18-24 ans sont un petit peu plus critiques sur les écoles militaires, avec 20% de mauvaises opinions, donc ils sont un peu plus sévères que l'ensemble. Ils sont très sévères, plus sévères sur les écoles de commerce. Près d'un tiers des jeunes de 18-24 ans dit avoir une mauvaise image des écoles de commerce. À l'inverse, ils ont une bonne image des écoles de sciences politiques, puisqu'ils montent à 67% de bonnes opinions contre 55% dans l'ensemble. Donc, petite différence quand même entre les catégories d'écoles qu'on va retrouver. Par rapport à 2019, on a voulu faire la comparaison, on a évoqué l'étude de 2019. Alors, il y a une petite précaution méthodologique à prendre. Donc, en 2019, l'étude a été faite sans laisser la possibilité aux gens de ne pas répondre et de dire « je ne sais pas ». Et je ne pense pas que c'était une bonne idée, en fait, parce que franchement, sur les grandes écoles, c'est un sujet où on ne doit pas forcer, je pense, l'opinion des gens. Donc, pour pouvoir comparer à 2019, on a enlevé les 100 réponses de notre enquête et on s'est remis sur la base des répondants. Donc, sur la base des répondants, on a 87% de ceux qui répondent qui ont une bonne opinion des grandes écoles et on était à 82% en 2019. Je vous l'accorde, la comparaison n'est pas pure, mais j'assume l'évolution parce qu'on a une question en fin de questionnaire qui est très pure et qui compare 2023 à 2019 où l'évolution positive est très nette et très marquée, mais c'est du teasing pour la fin de l'enquête. Donc, a priori, une amélioration, en tout cas, de l'image des grandes écoles auprès de ceux qui connaissent les grandes écoles. Ensuite, on va rentrer un peu sur les dimensions de cette image, sur quoi ça repose l'image qu'on a des grandes écoles, et on a commencé par poser une question spontanée aux gens. Quels sont les mots qui caractérisent le mieux les grandes écoles pour vous? Et on a pris en note tout ce qu'ils nous disaient. On l'a traité sous forme de nuage de mots. Parce qu'on a une question ensuite fermée qui va venir compléter ça. Donc c'est assez clair, ça saute aux yeux. Le premier mot et la première dimension d'image qui ressort spontanément, c'est l'élitisme. Avec élite, élitiste, élitisme évidemment, mais c'est très fort. Hein. Élite, on dit c'est 109 occurrences, c'est-à-dire que le mot il a été cité au moins par 10%. Déjà spontanément, c'est énorme. Hein. En spontané, 10% des gens disent élite dès qu'on leur parle des grandes écoles. Première dimension. Deuxième dimension, on la voit apparaître assez vite aussi en gros, autour de, j'ai envie de dire, la qualité, l'enseignement, de l'enseignement académique, l'excellence, le prestige, le sérieux, la rigueur, le savoir, la qualité. Il y a beaucoup de mots assez fortement cités qu'on peut regrouper dans cette dimension un peu de qualité académique. Mais j'attire votre attention quand même sur des choses qui sont peut-être un petit peu moins visibles et qui ne sautent pas aux yeux. Il y a quelque chose quand même en lien avec le coût des grandes écoles. On a quand même, ils sont un petit peu plus cachés, mais ils existent. Et si on les cumule, voilà, on a quelque chose autour du cher, prix, fric, riche, argent. Donc il y a spontanément quelque chose autour de la cherté des grandes écoles. Et enfin, j'attire votre attention en regardant à la loupe que, voilà, on a 2 écoles qui sont citées quand on parle, mais c'est intéressant parce qu'on ne leur demande pas de nous citer des écoles, hein, on leur dit quels sont les mots qui caractérisent les grandes écoles et on nous dit l'ENA. Voilà, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut garder aussi à l'esprit et qui peut-être, moi c'est un peu mon intuition, que ça peut impacter l'image globale que les gens ont des écoles en sciences politiques.
Ensuite, on a posé à peu près la même question, enfin la même idée, de façon assistée. Là, on a demandé aux gens, on leur a donné une liste de mots, et on leur a dit quels sont les 3 qui correspondent le plus à l'image que vous avez des grandes écoles. Il ne va pas y avoir de scoop par rapport au spontané, ce qui est plutôt bon signe, mais ce n'est pas forcément peut-être dans le même ordre d'importance, puisque ce qui arrive en tête, c'est l'excellence. Avec 39% de citations, suivi de près par le prestige, par l'exigence. Si je descends plus après, on a aussi la performance à 23%. Donc on a vraiment, c'est ça qui arrive en tête. Et l'élitisme, qui est là, à 32%, au 3e rang, à égalité avec l'exigence. Ensuite, on a un certain nombre de dimensions, moins citées, la tradition, le carriérisme, la compétition, le réseau. Et puis, du coup, alors là, pour le coup, très en faiblesse, je veux dire, et très faiblement cité, hein, tout ce qui a trait quand même aussi un peu à la modernité, à l'ouverture sociale ou à l'inclusion. Donc, avec quand même un petit élément supplémentaire, la modernité et l'innovation sont quand même des éléments qui sont clairement plus cités par les diplômés eux-mêmes des grandes écoles, avec 16 et 14% de citations auprès de cette cible. À partir de cette question, on a essayé de regarder un petit peu plus dans le détail la notion de l'élitisme. Et on s'est amusé à regarder par catégorie de population. Et on a trouvé, moi je trouve, quelque chose qui me paraît intéressant. C'est-à-dire qu'on a regardé le top 5 des mots cités selon le niveau de diplôme des gens. Inférieur au bac, ceux qui ont le bac, bac plus 2 ou bac plus 5. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, que je ne m'y serais pas attendue, c'est donc les couleurs, hein, c'est les mêmes mots, si je m'y repère, c'est de voir la progression et la sortie de l'élitisme, en fait. Quand on a un diplôme inférieur au bac, l'élitisme, ce n'est pas quelque chose qu'on évoque. Et plus on monte, il arrive avec les gens qui ont un niveau bac, à 27%, et bac plus 2 à 35%. Et quand on a un bac plus 5, c'est le premier mot qu'on sort quand on parle des grandes écoles. Donc ça, on a trouvé intéressant de voir que finalement, c'est les gens les plus concernés qui le citent, en fait. Et à noter aussi dans bac plus 5, le réseau. L'importance du réseau qui est sorti quand même en 4e position auprès de cette cible. Donc ça nous a fait, moi, ça m'a fait m'interroger avec Antoine sur l'élitisme, parce que pour moi, dans une acception courante, l'élitisme et élitisme, c'est négatif. J'ai rarement lu, je pense, un article de presse titrant élitisme et avoir un contenu positif derrière. Donc pour moi, c'est quelque chose, et je pense pour beaucoup de gens, c'est négatif. Mais je pense que ce n'est pas que négatif, en fait. En tout cas, ce n'est pas négatif pour tout le monde. Et du coup, on a recroisé nos résultats. On a refait le même exercice en prenant les gens qui ont une bonne image des grandes écoles et ceux qui ont une mauvaise image des grandes écoles. Et ce que je trouve intéressant, c'est, alors si on commence par le orange, c'est sans surprise, j'ai envie de dire, les Français qui ont une mauvaise opinion des grandes écoles, ils citent en premier l'élitisme. 52%, c'est fort, hein. Plus d'un sur 2 qui disent les grandes écoles, c'est l'élitisme quand on m'en parle. Carriérisme, réseau, sélection, reproduction et compétition, ces 2 mots qui étaient à égalité à 29%, donc je les ai regroupés. Donc voilà à quoi associent les gens qui ont une mauvaise image des grandes écoles, ils les associent à ça. Donc en effet, l'élitisme, ça a une connotation négative, c'est clair, dans la tête d'un certain nombre de Français. Je trouve que l'enseignement aussi, c'est que la reproduction sociale, qui est une critique très souvent faite aux grandes écoles, finalement, ça arrive en 5e position, même auprès de ceux qui ont une mauvaise image des grandes écoles. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ceux qui ont une bonne image des grandes écoles, l'élitisme, il le cite aussi, en fait. Et il le cite aussi à 29%. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que j'avais en chiffre. Donc, du coup, voilà, pour nous, c'était intéressant de se dire que l'élitisme, ok, c'est négatif pour un certain nombre de personnes, mais pas forcément pour tout le monde. Ensuite, une autre question, alors là, elle est plus compliquée celle-là. On a demandé, sur un certain nombre d'éléments et d'objectifs, quel type de formation inspirait le plus confiance pour étudier dans un établissement de renom, se constituer un réseau, etc. Et on a mis en concurrence les grandes écoles, l'université, les IUT, les BTS, les écoles privées non membres de la CGE et les formations à l'étranger. Ce qu'on note tout de suite sur ce type de questions, quel que soit l'objectif testé, c'est toujours les grandes écoles qui arrivent en tête. Tout le temps, avec des niveaux assez différents. C'est clair, pour étudier dans un établissement de renom, on fait plus confiance aux grandes écoles, un Français sur 2, se constituer un réseau 37%, bénéficier d'une formation de qualité 31%. Après, ça commence à être un peu moins élevé. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'à l'exception
d'étudier dans un établissement de renom, c'est toujours les BTS qui arrivent en seconde position, tout le temps. Et à égalité avec les grandes écoles pour obtenir un emploi. Là, pour le coup, c'est très 28%. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même toujours les grandes écoles qui arrivent en tête. Si on regarde les résultats, c'est encore plus fort auprès des gens qui connaissent mieux les grandes écoles, les diplômés, les cadres, etc. Ils citent toujours les grandes écoles encore un peu plus fortement. Donc une confiance dans les grandes écoles, majoritaire, même relative, par rapport aux autres types de formations. Ensuite, on a posé une question sur l'utilité des grandes écoles. Et là, c'est pareil, c'est un peu comme l'image. On a notre Total qui a décidé de se mettre sur les 100 réponses, mais bon. C'est sans appel aussi. On a une grande majorité, près de 7 Français sur 10, pour chaque secteur testé, qui font confiance dans les grandes écoles. Elles sont utiles, pardon. On est sur l'utilité pour la recherche, pour les entreprises, pour la compétitivité de l'économie française, pour l'État, pour la société. On passe de 74% à 67%, avec des niveaux de très utiles qui diminuent petit à petit, mais qui sont quand même 28%, 23%, c'est des bons niveaux de résultats. Et donc au total, on a 50% des Français, 1 sur 2, qui trouvent que les grandes écoles sont utiles dans tous ces domaines. Ils ont dit oui, ils ont dit utile pour les 5, on est à 50%, et c'est particulièrement fort chez les plus âgés, 65%, alors que les plus jeunes, et on va le voir sur d'autres choses, les plus jeunes sont un petit peu plus en retrait, et là c'est pas une question de sans réponse, c'est pas parce qu'ils répondent moins, c'est parce qu'ils répondent plus que les autres, c'est pas utile. Et on le verra dans d'autres questions. C'est sur l'âge, c'est pas forcément le fait de se prononcer ou pas qui fait la différence. Là, les jeunes sont entre guillemets, j'ai envie de dire, plus critiques ou plus sceptiques quant à l'utilité des grandes écoles. Voilà pour la première partie sur les grandes écoles. Je terminerai juste sur un point que j'ai oublié de vous dire, sur le lien entre le nombre d'écoles que l'on a un petit peu dans notre scope, dans la tête. On a vu que ceux qui ont une mauvaise image des grandes écoles, il y en a 30% qui pensent qu'il n'y a que 1 à 5 grandes écoles en France. Donc je pense qu'il y a quand même un tout petit lien à un moment. C'est-à-dire que ceux qui ont une mauvaise image, il y a 5 écoles en France. Donc on peut imaginer quel est leur raisonnement et la façon dont, à partir de quoi ils se prononcent, en tout cas dans l'étude. Et autre chose aussi, parce que je ne les avais pas eu dans le slide, mais qui est intéressant sur sur les différences d'opinion entre les types d'écoles, ceux qui ont une mauvaise image des grandes écoles ont globalement une bonne image des écoles d'ingénieurs, à 54%. En revanche, ils sont extrêmement, extrêmement sévères sur les écoles de sciences politiques et les écoles de commerce. Donc on retrouve la différence et la hiérarchie. Je crois qu'ils sont 12 ou 13% à avoir une bonne image des écoles de commerce et de sciences politiques. Sur les stéréotypes et les leviers d'image. Donc on a testé 7 stéréotypes. Alors là, vous n'avez pas, et parce que c'est des questions de mise en page, le libellé totalement exact, mais que vous avez dans le slide d'après. Mais pour être rigoureuse, je vais vous les dire. Donc on a testé un certain nombre de stéréotypes, dont certains quand même perdurent bien. Donc c'est compliqué avec les chiffres, mais c'est les 4 premiers, surtout les 3 premiers. Donc les 70% pensent que les grandes écoles sont trop élitistes. Seules les familles les plus éduquées et les plus aisées y ont accès. C'était ça l'item exact. 64% pensent que elles accueillent peu de boursiers, ça c'était clair, accueillent un nombre trop faible de boursiers. Ensuite, on est à 62%, on avait un item qui disait « Les diplômés des grandes écoles sont des individus qui ne pensent qu'à leur réussite personnelle ». Donc on est un petit peu sur l'individu. 62% pensent que cette idée est vraie. Ensuite, 60% que les grandes écoles favorisent la reproduction sociale, en maintenant les inégalités d'une génération à l'autre. C'était exactement le libellé de la question. Donc 60%. Donc là, on voit qu'on a quand même 4 stéréotypes qui sont là, qui perdurent, partagés par une nette majorité de Français. Des taux de sans réponse, toujours, vous voyez, autour de 10-20%. Les grandes écoles ont des traditions et des rites dépassés, 52%. Ça commence à baisser. Et enfin, j'ai envie de dire, les 2 stéréotypes sont quand même beaucoup moins partagés. Celui sur la parité. Donc les grandes écoles ne respectent pas la parité, les garçons y ont davantage accès que les filles. On est aujourd'hui à 36% qui pensent que c'est vrai. Et enfin, un dernier item sur la santé mentale qui était exactement le fonctionnement des grandes écoles est mauvais
pour le bien-être et la santé mentale des étudiants, c'est un stéréotype, une idée partagée par 34% des Français. Donc on en a 4 qui tiennent, qui perdurent, 2 qui sont quand même beaucoup moins partagés. Quelques petites, alors là ça va être compliqué. On a par catégorie, ça valait le coup de regarder quand même un petit peu qui partageait plus ou moins ces stéréotypes. Le côté trop élitiste est moins partagé par les diplômés des grandes écoles, évidemment, ce qui n'est pas surprenant. Les diplômés Bac+5 sont beaucoup plus nombreux à penser qu'il n'y a pas assez de boursiers dans les grandes écoles et que les grandes écoles favorisent la reproduction sociale. Donc un peu plus concernés, les Bac+5 partagent encore plus ces stéréotypes. Pas de différence homme-femme sur la parité, on a voulu regarder et il n'y a aucune différence sur ce stéréotype. Et enfin, le fonctionnement néfaste pour la santé mentale des étudiants, c'est quand même beaucoup plus partagé par les jeunes. Les 18-24 ans, ils sont 55% à considérer que oui, c'est vrai, c'est mauvais pour la santé mentale des étudiants. Et puis les concernés, je veux dire, les diplômés des grandes écoles eux-mêmes, 44% le pensent, et les diplômés de l'enseignement Bac+5 le pensent aussi. Au total, on a 13% des Français qui partagent ces 7 stéréotypes, qui ont dit c'est vrai à tous les 7, et ce sont essentiellement, finalement, ceux qui connaissent le mieux le fonctionnement des grandes écoles, les cadres à 22% et les diplômés de Bac+5. À côté des je passais directement au levier. Ensuite, on a demandé, au sein de ces 7 stéréotypes, on a demandé de dire quels sont les 2 qui caractérisent le mieux chaque type d'école. Donc là, on vous l'a mis un peu en format plus visuel. Donc il y a des petits pictos. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses intéressantes. École d'ingénieurs et école d'architecture, les 2 stéréotypes qui leur vont le mieux, c'est l'élitisme. Ce sont des écoles trop élitistes et des écoles où il n'y a pas assez de boursiers. Après, quand on reprend école de commerce et école de sciences politiques, celles qui sont quand même un peu moins bien vues que les autres, entre guillemets, on a le stéréotype de les étudiants qui sortent de grandes écoles sont des individus qui ne pensent qu'à leur réussite personnelle. C'est un stéréotype qui les caractérise plus, qui sortent dans les 2 premiers. En premier pour les écoles de commerce, en second pour les écoles de sciences politiques. Et les écoles militaires, il y en a pas, ont des stéréotypes bien typés, on va dire, avec en premier une parité qui n'est pas respectée et en deuxième des traditions et des rites qui sont dépassés. Voilà, ça, y a quand même, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait autant de différences finalement, mais il y a quand même, on voit bien, différentes catégories dans la tête des Français, différentes catégories de grandes écoles. Le slide d'après, je le passe très vite parce qu'il est assez imbuvable, j'en ai conscience. Il se lit en horizontal et on voulait montrer le plus haut score de chaque stéréotype par type d'école. Mais ce qui est important, c'est plutôt la catégorie. Je vais juste rester sur celle de droite. C'est-à-dire que quand on posait la question aux Français, quels sont les 2 stéréotypes qui s'appliquent le mieux aux grandes écoles, on leur donnait la possibilité de dire mais aucun ne caractérise ces grandes écoles. Et on voit que ce sont quand même les écoles d'architecture, d'art et de design qui sont les moins typées dans l'opinion des Français, puisque plus d'un tiers disent mais moi il n'y a aucun de ces stéréotypes qui correspond aux écoles d'architecture, d'art et de design. Et en revanche, les écoles de sciences politiques, c'est celles qui sont quelque part les plus typées avec les stéréotypes que l'on a testés. Voilà, j'ai envie de dire, à retenir de cette slide. Ensuite, on a testé des leviers d'image. On est reparti sur une liste d'affirmations plus positive ce coup-ci, en demandant toujours aux Français si c'était vrai ou si c'était faux. Et là, on voit qu'on a quand même des leviers d'image qui sont très puissants. 72% pensent que les grandes écoles sont une source de fierté, 70% que c'est plus facile de trouver un travail intéressant qui correspond à ses compétences en sortant d'une grande école, 70% c'est important, ça donne une bonne image de la France à l'international, 66% c'est important car elle forme les cadres de demain dont la France a besoin, et un peu plus faiblement, on a 59%, tous les étudiants peuvent réussir en grande école à condition d'être motivés. Donc une image, ça enrichit l'image globale de la première partie, et ce sont des leviers d'image qui sont forts et qui dans la tête des Français, avec des différences un peu surtout d'âge. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont très positives, on est à plus de 80%, fierté, bonne image à l'international, et des jeunes de 18-24 ans qui sont plus en retrait. Et ils sont plus en retrait, je le redis, pas parce qu'ils ne savent pas,
parce que je crois que de mémoire sur la fierté, ils sont à 28% de non, ils ne sont pas d'accord avec le fait que c'est une source de fierté. Donc ils sont un peu plus en retrait, mais en étant, vous le voyez bien, à 61%, 58%, encore très positifs sur ces leviers d'image. Une autre série, enfin c'était toujours dans la même question, mais ça parle un petit peu d'autre chose, on est plus sur des pistes d'évolution. Et là, on voit que c'est des pistes d'évolution qui ont même été un peu perçues comme des questions de connaissance. Hein. Les gens, ils ne savent pas à 33%, à 30%, ils ne se prononcent pas, ils ne savent pas, ils disent « je ne sais pas ». Donc là, on a demandé, et on a des résultats du coup qui sont plus resserrés. Donc on sent qu'il y a certaines choses qui soit laissent sceptiques les gens, soit ils ne le savent pas, en fait, ils n'ont pas d'idée, ils ne savent pas répondre. Il y a de plus en plus de mixité, de diversité sociale. 51% des Français disent oui. La parité est de plus en plus forte, 50, je vois rien du tout, 51 aussi je crois. De plus en plus d'étudiants en apprentissage et en alternance, 45, mais 33% disent j'en sais rien en fait. Ils ne savent pas. Les grandes écoles favorisent le multiculturalisme et l'ouverture d'esprit, 45, et de plus en plus d'étudiants boursiers, 37%. Donc là, il y a quand même, certainement quand même pour certains, un peu de scepticisme, mais aussi pour beaucoup de gens, ils ne savent pas répondre. Et là, je vais passer très vite. Ceux qui sont plus fortement en accord avec tout ça, ce sont vraiment souvent les diplômés des grandes écoles, les cadres, qui connaissent du coup certainement un peu mieux le fonctionnement des grandes écoles. Et au total, 14% des Français qui partagent toutes ces opinions de la partie 1 et de la partie 2. Alors, il y en a beaucoup, donc c'est normal aussi qu'on n'arrive pas, je trouve, à plus de 14%. Les pistes d'évolution maintenant. On a demandé aux Français s'ils étaient favorables à réformer l'accès aux grandes écoles. C'est oui. Très nettement, à 67%, et on va comprendre ce qu'ils attendent derrière et ce qu'ils mettent dedans. 67% pensent qu'il est nécessaire de réformer l'accès, 24% tout à fait, donc il y a une attente de réforme, de l'accès, de l'accès aux grandes écoles. 18% qui disent non et 15% qui ne se prononcent pas. Mais pour autant, être favorable à une réforme de l'accès des grandes écoles, parallèlement, les Français rejettent quasiment au même niveau, fortement, la suppression des grandes écoles. 61% considèrent comme une mauvaise idée de supprimer les grandes écoles, 29% comme une très mauvaise idée. Donc il y a un attachement qui est réel aux grandes écoles, qui est particulièrement partagé par les plus âgés et en effet encore toujours un peu plus en retrait par les 18-24 ans, mais quand même 56% pensent que c'est une mauvaise chose de supprimer les grandes écoles. Et ça, c'est la question dont je vous parlais tout à l'heure qui me permet sans mauvaise conscience de dire que l'image et les choses se sont améliorées depuis 2019, parce que cette question avait été posée exactement en 2019 et on était à 52%. Donc ça a pris 9 points entre 2019 et 2023. L'idée de supprimer les mauvaises écoles, c'est une mauvaise opinion, c'est une mauvaise idée beaucoup plus fortement partagée aujourd'hui qu'en 2019, où on n'avait que 52% des Français qui le pensaient. Ensuite, du coup, réformer l'accès des grandes écoles, et on a testé un certain nombre de pistes. Et là, on voit donc sur les 5 premiers, là vous voyez les taux de sans-réponse, ils commencent à baisser, c'est-à-dire que les gens ils se prononcent quand même. Ils ont une idée sur ce qu'il faudrait, ce qu'on aimerait voir arriver. Donc à plus de 70%, on est favorable à favoriser l'accueil des étudiants en situation de handicap, de développer l'alternance, de diversifier les voies, de moduler les frais d'inscription et d'augmenter la parité homme-femme. Ensuite, 3 pistes d'évolution qui sont plus partagées. En tout cas, c'est pas. Alors c'est une bonne chose quand même pas. C'est pas toujours majoritaire dans l'opinion, surtout pour le dernier. Donc augmenter le nombre d'étudiants, 1 sur 2 considère que c'est une bonne chose. Fixer des quotas d'étudiants, 37%. Supprimer les concours d'entrée, 26%. Et là, on a une majorité pour le coup de gens qui disent que c'est plutôt une mauvaise chose. Là, on est à 37% et c'est le seul item sur lequel l'opinion négative l'emporte. Donc contre la suppression des concours d'entrée, et c'est particulièrement partagé par les diplômés eux-mêmes et par les Français ayant un niveau de diplôme supérieur à Bac+5. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les grandes écoles. Une bonne image, un attachement.
et un attachement aux grandes écoles est assez fondamentaux. Maintenant, 3 questions sur les écoles privées non membres de la CGE. On a essayé de tester un petit peu ça auprès des Français. Alors, on leur a présenté une définition quand même, parce qu'on s'est dit, bon, pour être à peu près sûr qu'on parle de la même chose, donc on leur avait proposé, au cours des dernières années, de nombreuses écoles privées, non membres de la Conférence des grandes écoles, se sont créées et proposent des diplômes non reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? 50% disent oui, dont 18%, on va dire seulement, qui voient précisément de quel type d'école il s'agit. Donc une notoriété plutôt assez faible auprès des Français de ces écoles privées non membres de la CGE. Ensuite, à ces gens qui répondent, les 50%, on leur a demandé s'ils en avaient une bonne ou une mauvaise image. Ah oui, alors c'est plus connu, pardon, ça c'est les problèmes de l'animation. Elles sont plus connues par les cadres, par les plus jeunes, 18-24 ans, 57% les connaissent, les 25-34 ans, 60%, et par les diplômés des grandes écoles. Et donc, quand on leur demande l'opinion qu'ils ont de ces écoles privées, pareil, une opinion assez mitigée. 50% en ont une bonne opinion, 11% une très bonne. Et la bonne opinion, enfin, elle est meilleure l'opinion est meilleure auprès des jeunes de 18-24 ans, auprès des diplômés et aussi auprès des catégories plus populaires. Donc, une notoriété limitée, une image assez mitigée de ces grandes écoles, de ces écoles, pardon. Et ensuite, on leur a demandé de nous dire s'ils pensaient que ces écoles pouvaient être assimilées à des grandes écoles. 52% disent oui. Alors les connaisseurs, c'est ceux qui disent je les connais. C'est ceux qui ont dit oui, c'est les 50% de départ. 52% disent oui, elles peuvent être assimilées à des grandes écoles. Et 48% considèrent qu'elles dévalorisent la qualité des formations dispensées par les grandes écoles. Cette opinion est particulièrement partagée par les diplômés des grandes écoles, 54%, ou par les diplômés de Bac+5 qui disent à 60% oui, ça dévalorise la qualité des grandes écoles. Et ce qui est intéressant, c'est que si on filtre encore un peu plus sur ceux qui disent vraiment les connaître, les 18%, je crois, de départ, qui disent « oui, je sais exactement ce que c'est ce type d'école », ça ne change rien sur le fait qu'elles puissent être assimilées à des grandes écoles, mais on passe à 64% de ces personnes, qui sont plus des Français, on a un peu limité le périmètre, qui considèrent qu'elles dévalorisent la qualité des formations dispensées dans les grandes écoles. Voilà en 3 questions, j'ai envie de dire, un premier aperçu de l'état de l'opinion à l'égard de ces écoles qui naissent en France. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris et si je suis dans les temps, mais à retenir, je dirais quand même qu'il faut garder que la notoriété des grandes écoles, elle est quand même assez limitée, mais ça c'est normal, enfin, j'espère que ça ne vous surprend pas, que tout le monde ne connaisse pas et ne sache pas ce que c'est qu'une grande école et n'a pas d'idée pour se, même s'ils savent grande école, mais ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas d'éléments pour se prononcer, pour donner leur opinion sur le sujet. On le voit au travers du nombre d'écoles qui a été déclaré, on le voit au niveau des 100 réponses, des personnes qui disent « je ne sais pas, je ne connais pas assez ». Et puis certaines évolutions concrètes aussi, qui semblent peu connues, malgré les choses qui sont faites, les efforts qui sont faits, il y a des choses qui sont pas encore assez connues. Concernant l'image, on a la persistance de stéréotypes, c'est clair, particulièrement sur de l'élitisme, avec, je dirais quand même un petit peu, le bémol de l'attention, c'est pas que négatif, l'élitisme non plus pour les gens. Les Français ont une bonne, voire très bonne image des grandes écoles, avec de puissants marqueurs de réputation, la fierté, l'accès à l'emploi, le prestige à l'international, la qualité de la formation, c'est sans équivoque, je pense, dans l'état d'esprit, dans l'état de l'opinion, un sentiment d'utilité qui est extrêmement partagé, et donc évidemment dans ce contexte, ils expriment leur attachement aux grandes écoles, en refusant encore plus nettement qu'en 2019 de les supprimer, et aussi à leurs fondamentaux, en refusant par exemple la suppression des concours d'entrée qui sont très très probablement dans la tête des Français aussi ce gage de l'excellence, du prestige, etc. Mais pour autant, ou pas pour autant d'ailleurs, mais peut-être parce que cette très bonne image et cette bonne image des grandes écoles, ils se montrent favorables à l'idée de réformer l'accès, de réformer leur accès pour les ouvrir davantage. Mais les ouvrir davantage, c'est pas forcément à plus d'étudiants, etc., mais c'est à ouvrir à davantage de types d'étudiants à l'intérieur des grandes écoles. C'est le handicap, c'est l'apprentissage, c'est développer d'autres moyens et donner l'occasion à d'autres personnes avec des situations différentes de pouvoir accéder aussi à ce niveau de qualité d'éducation.
Voilà pour moi. Merci beaucoup.